Oui, j'ai eu la chance et le privilège de travailler au RC Lens quand le club jouait la Champions League, donc fin des années 90. Hein, c'était au moment où la France était championne du monde, donc au moment où d'ailleurs toute la France était football à l'époque, donc c'est un souvenir extraordinaire. Et j'ai été recrutée par le président, Monsieur Martel, parce que je suis bilingue anglais, et en jouant la Champions League, donc en travaillant avec l'UEFA et des clubs étrangers, il fallait quelqu'un qui parle l'anglais. Voilà. Super. Et de la communication du club et la communication des joueurs. Alors, comment on s'occupe de joueurs, justement? Comment on s'occupe de joueurs? Mais les joueurs, c'est des gens un petit peu particuliers pour plein de raisons, parce que déjà, ils sont célèbres. Mhm. Souvent, dans un club de L1, ils ont tous les médias qui leur courent après. Alors, ils ne sont pas forcément préparés à ça. Les joueurs, ce sont des gens qui sont par définition aussi jeunes et qui n'ont pas eu forcément non plus un cursus scolaire ou universitaire qui leur permette d'être prêts à ces fameuses questions des journalistes, parce que c'est pas forcément c'est pas dû à tout le monde d'être capable de répondre aux questions des médias. Hein. C'est un exercice auquel justement d'ailleurs les présidents, quelle que soit leur activité, les présidents d'entreprise sont formés. Hein. Les joueurs de foot, c'est pas forcément leur C'est pas créneau, mais inné. depuis 20 ans, hein, parce que moi, Lens, c'était il y a 20 ans, depuis 20 ans, quand même, il y a eu un effort énorme. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui, une fois leur carrière terminée, se reconvertissent et sont des consultants. On Tout les à voit fait. sur les chaînes de télé, notamment. Et ils touchent donc beaucoup d'argent, donc ils sont, ces joueurs, cibles de stratégie aussi, d'affaiblissement. Ça arrive, c'est-à-dire que effectivement, on peut nuire à leur réputation. Absolument, c'est-à-dire qu'un joueur de football, c'est beaucoup de choses. C'est un héros, entre guillemets, pour des supporters, mais c'est un produit pour un Club. agent de joueur ou pour un club. Un club vend un joueur ou achète un joueur exactement comme une entreprise vendrait un ordinateur ou vendrait une prestation intellectuelle, c'est-à-dire qu'il se retrouve à être sur un marché. Et quand il y a un marché, il y a une offre, il y a une demande. Et que les montants depuis les années 2000 et après la Coupe du Monde, justement, en 98, exponentiels. Donc forcément, sont arrivés dans ce métier des gens qui n'étaient pas forcément des gens très intègres, parce qu'il y a beaucoup de commissions, il y a beaucoup de rétro-commissions, il y a eu beaucoup de choses, hein, on l'a vu notamment médiatiquement, avec des choses pas très propres qui ont été proposées à des joueurs. Alors justement, c'est un moyen d'affaiblir un camp adverse que de révéler des informations, par exemple sur un joueur, sur ses comptes bancaires. Et ça, justement, ça nous amène à une autre partie de ta carrière. Tu as été aussi cadre d'événementiel dans une banque suisse, où tu étais responsable de l'éthique. Et maintenant, tu vas nous expliquer comment l'éthique peut renforcer une entreprise et le manque d'éthique peut affaiblir une entreprise et nuire à ses clients. Oui, c'est-à-dire que cette notion d'éthique, elle est quand même très vague pour beaucoup de gens. Hein. C'est au niveau du business, c'est pas un mot qu'on entend le plus souvent. Donc l'éthique, c'est quoi? Ben, ça concerne beaucoup de choses. Ça concerne l'honnêteté, l'intégrité, ça concerne la vérité. Donc, dans une entreprise, il y a des traces de ce qu'on fait, par définition. Donc, il y a une vérité. Et quand on essaye d'aller contre cette vérité et d'être dans des stratégies de mensonge, ben forcément, à un moment donné, ça se retourne contre vous parce qu'il y a une trame. C'est comme un communiqué de presse. Hein. Il y a une date, un horaire, un sujet, etc., etc. Et Il y a des que faits, il y a des faits incontestables. La vérité, c'est objectivable. Donc, voilà, il y a des faits incontestables. Donc, effectivement, on parlait des joueurs de foot et des stratégies de déstabilisation. Mais là, on a vu avec ces Football Leaks qu'effectivement, ça concernait leur portefeuille financier. Mais il ne faut pas oublier, dans l'histoire récente du football en France, de vidéos à caractère sexuel qui ont circulé sur des joueurs de l'équipe de France. Et on peut se demander quel est l'intérêt de vouloir justement déstabiliser des joueurs et pourquoi déstabiliser des joueurs et à qui ça profite, à qui profite ce crime.
Alors, on a un petit peu de bruit avec les travaux. Vous Oui, en pardon. excuserez, mais c'est pas trop grave, on t'entend assez bien. Euh, on va continuer donc sur ton parcours. Ton parcours, donc tu t'opposes à un ordre qui t'est donné chez ton ex-employeur de manquer d'éthique. Tu t'opposes au manquement à l'éthique, alerte en interne de ton employeur, qui est la banque UBS en l'occurrence. Cet employeur va rester sur ses positions, va dire que non, il n'y a pas ce qui lui est reproché, à savoir une organisation d'évasion fiscale qui sera reconnue plus tard par la justice. Et donc, cette alerte, tu l'as fait en interne et tu ne la fais pas en externe. Quelle est la différence entre une alerte interne et une alerte externe? Alors, ça, c'est un point excessivement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma position, qui rejoint justement celle de l'éthique, c'est de dire qu'un lanceur d'alerte qui est dans une entreprise, c'est avant tout quelqu'un qui aime son emploi, qui aime son métier, qui aime son employeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le salaire à la fin du mois permet à chacun d'avoir une position sociale, position dans la vie, d'être capable de se loger, de nourrir ses enfants, d'avoir des loisirs, de partir en vacances, etc. Et que la question à se poser, c'est pourquoi un lanceur d'alerte voudrait quelque part scier la branche sur laquelle il est assis, pour être un petit peu imagé. Et que moi, j'ai toujours eu la position inverse de dire, mais un lanceur d'alerte, c'est justement quelqu'un qui aime son entreprise, donc qui veut que son entreprise soit encore mieux, comment dire, Prospère, plus reconnue. prospère. Hein, moi, surtout qui fait de la communication toute ma vie. Donc, en fait, j'ai travaillé, on parlait du football tout à l'heure, mais aussi dans cette banque, je travaillais sur l'image de cette banque. Donc, en fait, on veut que l'image soit la meilleure possible. Pourquoi? Parce que on est dans ce monde qui est un monde d'image, surtout à l'heure du numérique. Donc, il y a tout intérêt à ce que les collaborateurs, les dirigeants écoutent les alertes internes pour qu'elles puissent être gérées et que justement, il n'y ait pas de ce qui s'appelle des leaks, c'est-à-dire des informations qui soient transmises à des médias et qui soient sur la place publique et qui vont donc aller détruire l'image de l'entreprise. Mais au-delà de détruire l'image de l'entreprise, derrière, il y a un problème de justice aussi. Et la banque pour laquelle je travaillais, effectivement, a été condamnée à une amende de 4,5 milliards d'euros par la justice française en 2019. Si elle avait écouté mon alerte interne et si elle avait essayé de la régler en interne, elle n'aurait certainement pas été face à une problématique d'image, parce que derrière ces articles de presse, derrière un jugement aussi catastrophique, il y a bien évidemment d'autres problématiques, c'est-à-dire que derrière le cours de bourse plonge immédiatement, ça crée chez les collaborateurs un stress énorme, des dépressions, des gens qui ne vont pas très bien, donc ça coûte de l'argent, il faut être très clair, en entreprise où les gens ne sont pas très bien. Et puis derrière, il y a toute une problématique aussi de travailler avec des partenaires, de travailler avec des sous-traitants, d'avoir des clients et des fournisseurs qui se demandent à qui ils ont affaire. Donc en fait, il y a véritablement un problème à mettre l'éthique au cœur des préoccupations des uns des autres, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, tout le monde est dans le même, comment dire, dans la même stratégie, c'est de continuer à travailler ensemble de manière correcte. On a tous intérêt à être éthique, et justement, pour éviter d'être déstabilisé par des gens qui voudraient nuire à l'entreprise, donc des gens qui veulent des données, qui les mettent sur la place publique, etc., etc., puisqu'aujourd'hui, tout se sait. Oui, et puis alors le web, c'est une toile, c'est d'ailleurs la définition en anglais, une toile d'araignée numérique où Voilà. il y a une traçabilité pour tout. On interviewera bientôt le docteur Patrice Guichard, qui est un cyber-expert près de la Cour d'appel de Paris et qui nous expliquera que c'est très difficile de faire disparaître des traces numériques. Stéphanie, on l'a vu, ne pas respecter l'éthique, ça peut faire plonger le cours de bourse, ça concerne les actionnaires d'une entreprise. On a beaucoup à y perdre maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons.
c'est-à-dire la compétition internationale des entreprises. On ne peut pas être complètement éthique quand on a des concurrents qui, eux, ne le sont pas et sont peut-être compétitifs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est être le plus éthique possible, voire être complètement éthique et arriver à un modèle managérial et un modèle de société qui fasse la grande différence à moyen et long terme. Toi, c'est ce que tu proposes, c'est de devenir de plus en plus éthique, d'être complètement éthique à moyen terme. Mais en n'étant pas naïf sur le fait qu'aujourd'hui, peu d'entreprises travaillant à l'international se passent d'avoir des dessous de table pour avoir des contrats, se passent d'avoir des choses un peu à cacher, d'où cette volonté gouvernementale d'amplifier le secret des affaires, et pas que le gouvernement français, ça se passe à l'international. Alors, il s'agit aussi, pour être raccord avec toute cette compétition internationale, de savoir différencier le vrai alerteur, celui qui se lève pour la justice, celui qui se lève pour la vérité, celui qui se lève pour que son entreprise soit plus performante et soit pérenne, parce que c'est une question d'intérêt personnel, et de le distinguer, de le différencier de l'agent infiltré qui, lui, est sur service commandé, comme toi, tu as pu l'être au service de l'État français. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, ça veut dire quand même il faut parler d'exemplarité. Si je vous prends le cas de la banque pour laquelle je travaillais, qui était donc condamnée l'année dernière à l'amende de 4,5 milliards d'euros en France, la juge a motivé son jugement en disant quand on est leader de la gestion de fortune, on se doit d'être exemplaire. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la justice française. C'est-à-dire qu'en fait, ce modèle d'éthique, ce modèle d'exemplarité doit tirer vers le haut, vous voyez, comme une locomotive qui entraîne les autres. Parce que justement, d'autres pays, on peut parler des États-Unis notamment, ont des lois qui font que quand il y a un problème de rétrocommission, quand il y a un problème de corruption, les lois extraterritoriales peuvent nuire à une entreprise française. On peut penser directement, avec ce que je dis, à ce qui s'est passé avec l'affaire Alstom. Et qu'en fait, personne n'a été là pour défendre ce cas, alors que c'était un fleuron de l'industrie française. Et derrière, c'est tout ce qu'on expliquait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image périclite, c'est-à-dire derrière, il y a des amendes énormes. Et puis, une fois que l'entreprise ne vaut plus rien, mais il y a une entreprise prédatrice qui vient l'acheter. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un vrai lanceur d'alerte ? Quelqu'un qui aime son entreprise, de quelqu'un qui veut la saboter de l'intérieur, ben, il y a justement des techniques qu'on a développées depuis 10 ans pour essayer de les comprendre. Et elles sont relatives à beaucoup de choses. Il y a le vocabulaire qui est employé, il y a la personnalité de ces gens, il y a les rictus, il y a le comportement, il y a le changement de version, vous voyez, un peu comme quelqu'un qui ment et qui, par définition, a un fil qui va changer. Il y a des alliances qui peuvent se faire avec des personnes qui ne sont pas forcément de bonne facture, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mécanismes, de comportements qui ont été décryptés et qu'on a pu décrypter parce qu'une affaire comme la mienne, justement, a été assez, enrichissante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent lanceurs d'alerte, mais qui finalement ne sont pas, n'emploient jamais ces mots que sont l'éthique, que sont l'intégrité, que sont la transparence, que sont l'exemplarité. Ce sont les premiers à ne pas être solidaires d'autres lanceurs d'alerte. Voilà, ce sont des exemples. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été décrypté, c'est de montrer que la visibilité des uns et des autres est excessivement différente et le traitement justement en justice ou le traitement médiatique va l'être aussi. On va faire monter des gens comme ça dans les médias
peut se poser la question pourquoi, d'autres qu'on va écarter sciemment. Et donc, c'est tout un travail justement qui concerne à la fois l'image de la personne, son discours, son comportement, ses alliances, ses alliés, ses soutiens. C'est un travail d'observation, hein. Quelque part, c'est même un travail comme pourraient le faire des profilers ou des… Mais c'est ce que tu proposes, Stéphanie. Je suis désolé de te couper, mais voilà, donc ce dont on va parler maintenant pour conclure, c'est ce que tu proposes, toi. C'est de renforcer les entreprises, pas seulement les institutions, par l'éthique. Alors, j'ai justement préparé des modules, je fais 24 petites vidéos sur des modules liés justement à ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Parce qu'avant d'être lanceur d'alerte, on est tous, les uns les autres, on est tous des citoyens, qui que l'on soit. Donc, parler de ce que c'est que cette notion de citoyenneté, de dire que le lanceur d'alerte, avant tout, c'est un citoyen, et de s'adresser à la fois aux collaborateurs des entreprises, mais aussi aux dirigeants, de leur dire, mais comment justement vous reconnaissez quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, là, ça va pas, quelqu'un qui est honnête et qui, justement, ne veut faire renforcer son entreprise et son image, de quelqu'un qui va vous dire la même chose, mais qui veut vous nuire. Donc, j'ai travaillé ces modules pour que chacun prenne bien conscience des enjeux parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout peut être médiatisé immédiatement, à la seconde, que ça peut nuire. Vous savez qu'il faut des années pour se faire une réputation, il faut une demi-seconde pour la mettre par terre. Donc, voilà. Sur ton site internet, donc, on peut retrouver ces informations. Donc, ces modules d'information, on peut te solliciter pour des webinars interactifs, hein, voilà. où tu vas pouvoir expliquer. Bon, bien sûr, tout ça, ce sont des prestations, puisqu'il faut bien que tu vives toi aussi. Mais c'est aussi l'idée d'exposer toutes ces choses, parce que peu de personnes sont informées de ça. Moi, je suis assez surprise de voir que, justement, on a beaucoup parlé des lanceurs d'alerte, un peu comme si c'était des moutons à 5 pattes, mais ça reste un petit peu quelque chose comme ça, dans l'esprit des gens, ces héros ou ces délateurs ou ces gens qui sont bannis de la société. Mais derrière, comment est-ce qu'on fait, justement, pour avancer? Donc, l'important, c'est aussi, une fois qu'on a analysé la problématique, c'est de trouver des solutions pour aller, justement, vers un avenir différent, et l'avenir professionnel qui est un petit peu chaotique, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve en ce moment avec la fameuse crise sanitaire qu'on vit, il y a un manque de repères. Dans ces manques de repères, il y a beaucoup de stress, on est complètement d'accord, mais il y a toujours des agents, on peut les appeler comme ça, au service de faire pire que ce qui existe déjà, et que, comme dans tous les chaos, il y a des gens qui profitent. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir? Mais c'est là où c'est important, justement, de reparler de la notion d'entreprise et de parler de solidarité au cœur des entreprises, quel que soit le métier qu'on a, de faire corps, de défendre les intérêts de tous et de chacun, puisqu'une entreprise, ce n'est pas qu'une addition d'individualités. C'est un tout où chacun, quel que soit le diplôme, l'âge ou le métier qu'il exerce, fait partie de la communication de l'entreprise. Surtout à l'heure des Twitter et ainsi de suite. On peut très vite détruire la réputation d'une entreprise. Exactement. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, sur Facebook, tous ces groupes qui concernent le harcèlement en entreprise. Donc, j'ai un module aussi alors, tous les lanceurs d'alerte ont jusqu'à présent été harcelés, mais il y a beaucoup de gens en entreprise qui ne sont pas lanceurs d'alerte et qui sont harcelés. Pourquoi est-ce qu'on harcèle les gens? Pourquoi est-ce qu'il y a ces techniques de management? À quoi ça mène, etc., etc. On peut penser en France à ce qui s'est passé chez France Télécom, par exemple. Et qu'en fait, l'intérêt et aussi de mieux vivre ensemble, de mieux vivre ensemble au sein de cette entreprise, d'avoir des objectifs communs et pas que des objectifs définis par
des managers de manière individuelle. Il faut repenser justement en s'appuyant sur des exemples qui existaient déjà. Donc, voilà, j'explique un petit peu quels sont les enjeux et quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on peut avancer, etc., en m'appuyant aussi sur ce qui m'est arrivé depuis 12 ans. Oui, c'est pour moi exemplaire en termes de résilience, une résilience personnelle qui peut amener beaucoup à la résilience systémique. Donc, le nom de ton site? stéphaniegibaud.org